Bonjour, Fabienne Audebrandt. Donc, je suis chargée de protection à la conservation régionale des monuments historiques de la région Centre-Val de Loire. Bonjour, Xavier Determe. Je travaille avec l'architecte des bâtiments de France à l'UDAP d'Eure-et-Loire pour la DRAC Centre-Val de Loire. Nous allons vous présenter la protection au titre des monuments historiques des parcs et jardins de la région Centre-Val de Loire à la recherche d'un paysage perdu. Pour commencer, rappelons quelques définitions. Donc, selon le vocabulaire typologique et technique des jardins, publié en 2000 aux éditions du patrimoine, un jardin est un espace organisé, généralement clos, indépendant ou associé à un édifice, comportant des végétaux d'utilité ou d'agrément cultivés en pleine terre ou hors sol. Créé à partir d'une modification plus ou moins profonde du site naturel, le jardin, qui répond à des fonctions d'utilité ou d'agrément, se caractérise par son tracé, son relief, sa couverture végétale et son traitement de l'eau. L'architecture et la sculpture, fréquemment associées à sa décoration, y jouent parfois un rôle considérable. Toujours selon le même ouvrage, un parc est, quant à lui, un grand jardin présentant un important couvert. Donc on est ici sur une appellation qui est liée à la couverture végétale. Enfin, un parc paysager est un cas particulier. Il s'agit d'un parc d'agrément, de tracé irrégulier, traité de manière à produire les effets du paysage naturel. Donc la protection au titre des monuments historiques, qu'est-ce que c'est? Un monument historique est un immeuble ou un objet mobilier ayant reçu un statut juridique particulier destiné à le protéger du fait de son intérêt historique, architectural, artistique, technique ou scientifique. Donc la sauvegarde d'un jardin ou d'un parc peut passer par cette protection juridique. Les parcs et jardins sont des immeubles en opposition aux objets, mais des immeubles non bâtis. À ce titre, ils peuvent bénéficier de la protection au titre des monuments historiques en application du Code du patrimoine. Le statut de monument historique est la reconnaissance par la nation de la valeur patrimoniale d'un bien. Cela implique une responsabilité de la part de son propriétaire et de celle de l'État pour sa conservation et sa transmission aux générations futures. Donc, il existe deux niveaux de protection, le classement et l'inscription, dont les articles du Code du patrimoine sont repris sur cette diapositive. Le classement au titre des monuments historiques étant le plus haut niveau de protection. Ce sont les directions régionales des affaires culturelles qui ont la charge des jardins historiques au sein du ministère de la Culture et plus particulièrement les services patrimoniaux, à savoir la conservation régionale des monuments historiques, les unités départementales de l'architecture et du patrimoine, ainsi que le service régional de l'archéologie. Il y a environ 45 000 immeubles protégés au titre des monuments historiques aujourd'hui en France, et parmi eux, environ 2500 parcs et jardins, soit un peu plus de 5% des monuments historiques. Donc cette protection, au titre des monuments historiques, elle implique des procédures d'autorisation de travaux, des règles spécifiques en matière de maîtrise d'œuvre et d'ouvrage. Elle donne droit également, sous certaines réserves, à des subventions de l'État et ou à des aides fiscales pour les propriétaires privés. Il existe d'autres formes de protection qui peuvent concerner les parcs et jardins. Donc la protection au titre des sites. Les jardins peuvent également donc être une composante importante d'un paysage remarquable et prétendent à ce titre à la protection au titre des sites qui est sous tutelle du ministère de l'Environnement. Le Code de l'environnement permet en effet de préserver des espaces du territoire français qui présentent un intérêt général du point de vue scientifique, pittoresque et artistique, historique ou encore légendaire. Là également, deux niveaux de protection existent, le classement et l'inscription, le classement étant le niveau plus fort. Le service instructeur est alors la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, la DREAL. Donc en exemple, ici sur cette diapositive, la fiche de protection au titre des sites du domaine d'Esclimont à Aunoblerie-Saint-Symphorien. C'est un site qui a été classé par arrêté du 23 décembre 1965 en raison de la richesse de ses éléments architecturaux et végétaux qui forment un ensemble paysager remarquable. Une autre protection est celle des abords d'un monument historique. Le château de Sours est protégé par un arrêté d'inscription qui date du 15 juin 1987. Et comme tout monument historique, il génère des abords, c'est-à-dire un périmètre de protection, par défaut un rayon de 500 mètres autour de lui, dans lequel tous les travaux sont soumis à l'avis de l'architecte des bâtiments de France. Donc là, le parc n'est pas protégé au titre des monuments historiques, mais comme le château l'est, le parc est dans les abords du monument. Et donc ainsi, le jardin ou le parc ne peut faire l'objet d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable de l'architecte des bâtiments de France. Les coupes et abattages d'arbres doivent faire l'objet d'une déclaration préalable, contrairement à l'entretien courant du jardin. Une autre protection est celle des sites patrimoniaux remarquables, les SPR. Ces sites patrimoniaux remarquables correspondent à une appellation récente qui fusionne les anciennes AVAP, les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, les ZPPAUP, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, et les secteurs sauvegardés. Les sites patrimoniaux remarquables sont annexés aux plans locaux d'urbanisme, les PLU, et font l'objet d'un règlement permettant leur préservation.
Ces règlements incluent le plus souvent la protection de jardins ou de paysages, comme c'est le cas ici, le site patrimonial remarquable de la commune d'Illier-Combray en Eure-et-Loir, où, comme on peut le voir sur ce plan, de nombreux jardins sont protégés. Enfin, les plans locaux d'urbanisme peuvent également repérer et protéger des éléments de paysage. Donc, il s'agit, le PLU, du principal document de planification de l'urbanisme au niveau communal ou intercommunal. Donc, on a 2 articles du Code de l'urbanisme qui permettent cette protection. Donc, l'un plus le 151-19 qui est plus d'ordre culturel et le 151-23 qui est plus de l'ordre de l'intérêt écologique. Et puis, les PLU permettent également de définir des espaces boisés classés, donc classant ainsi, au titre du PLU, les bois, les forêts, les parcs, les arbres isolés, les haies, les plantations d'alignement qui sont intéressants et qui méritent d'être protégés. De nombreuses informations sur les parcs et jardins sont à retrouver sur le site internet du ministère de la Culture, qui est dédié aux parcs et jardins et dont vous avez l'adresse internet sur cette diapositive. Donc, en région Centre-Val de Loire, 140 parcs et jardins sont protégés au titre des monuments historiques selon la dernière liste établie au 31 décembre dernier par le ministère de la Culture. Donc 140 parcs pour la région sur, je le rappelle, environ 2500 protégés en France. Donc on va en voir quelques-uns, ça n'aura rien d'exhaustif. Les jardins se répartissent comme suit. On en a 33 dans le Cher, 23 en Eure-et-Loire, 13 dans l'Indre, 34 en Indre-et-Loire, 26 dans le Loir-et-Cher et 11 dans le Loiret. Donc il faut garder à l'esprit que le nombre de jardins protégés ne correspond pas nécessairement à une proportion égale de jardins repérés ou connus. En effet, on peut s'étonner à la lecture de ces chiffres que le département d'Indre-et-Loire, la Touraine, une terre réputée pour être riche de parcs et jardins, compte quasiment autant de parcs protégés que le département du Cher. Et pourtant, en termes de protection, c'est la même chose, alors qu'on sait bien qu'il y en a beaucoup dans l'Indre-et-Loire. En effet, la protection au titre des monuments historiques est souvent une question d'opportunité ou de nécessité, et diverses raisons peuvent amener ou pas à une protection. Donc, sur ces 140 parcs et jardins, 93 sont des propriétés privées, 40 sont des propriétés publiques et les autres sont des propriétés mixtes, donc 7 d'entre eux qui sont à la fois propriétés privées et propriétés publiques. Et c'est le cas du parc du château de Frappel à Issoudun dans l'Indre, qui appartient à la fois à la commune et à des privés. Donc, c'est un parc dont on voit ici une vue aérienne, qui a été créé en 1830 et qui est puis réaménagé dans les années 1860-1870 et qui présente un intéressant système hydraulique. C'est le cas également, donc propriété mixte, du domaine de Chanteloup à Amboise, en Indre-et-Loire, qui est protégé par plusieurs arrêtés de protection. Mais ce qu'il faut noter ici, c'est qu'en dehors de la pagode en elle-même, qu'on voit ici, qui fut inaugurée en 1778, et d'autres éléments architecturés, la protection concerne non pas des jardins, mais des anciens jardins, puisqu'en effet, le jardin anglo-chinois du XVIIIe a entièrement disparu. Pour autant, cet ensemble de Chanteloup n'en reste pas moins une œuvre majeure pour l'art des jardins. Sur les 140 parcs et jardins de la liste officielle, au moins 12 protections concernent d'anciens parcs et jardins. Donc, ces parcs et jardins n'existent plus et cette protection accompagne systématiquement un édifice, un château, une abbaye, un prieuré, un couvent, etc. Donc souvent, seule l'assiette du jardin a été conservée. Donc l'assiette du jardin, c'est l'ensemble des caractéristiques du site sur lequel est aménagé un jardin. Ça comprend l'exposition, le relief naturel, les points d'eau. Donc c'est le cas, par exemple, des anciens jardins de l'abbaye de Noirlac, à Bruyères-à-Lichamp, dans le Cher, qui ont été révélés grâce aux études archéologiques et qui devraient faire l'objet d'une conférence dédiée en juin dans le cadre de ces Jeudis du patrimoine. Pour d'autres protections de jardin, il est précisé que seuls les sols font l'objet d'une protection, qu'il s'agisse d'anciens jardins ou pas. Donc c'est le cas de 8 sites dans notre région, et notamment des sols du parc du château de Mains-sur-Loire, dans le Loiret. Et donc s'il ne reste rien ici du jardin régulier qui ornait la terrasse, des vestiges subsistent du parc créé à la veille de la Révolution. Donc l'arrêté de protection, l'arrêté de classement qui date de 2004 nous dit ici que sont protégés le château, ses dépendances et les sols, à savoir le château en totalité, y compris la chapelle, les parties souterraines attenantes, le pavillon de musique, le pavillon du billard, la glacière et le sol allant du château à la place du Martroi et à la collégiale Saint-Liphard. Par ailleurs, on peut noter également dans ces jardins, parcs et jardins protégés qu'il ne s'agit pas systématiquement de jardins ou même d'anciens jardins, donc comme on vient de le voir, mais parfois simplement d'une architecture de jardin ou d'un élément du jardin. Donc, dans les cas suivants, donc, par exemple, le nymphet de l'ancien parc du château du Grand Pressigny, en Indre-et-Loire, qui est classé par arrêté du 21 août 1998.
Donc, c'est un petit édifice du début du XVIIe siècle qui est un des plus anciens témoignages de l'architecture d'eau et de jardin. Donc, on voit sur la photo de droite qu'à l'intérieur, les murs sont creusés de 7 niches ornées de coquilles. Architecture de jardin, c'est également le cas des Bains de la Reine, dénommé aussi pavillon d'Anne de Bretagne à Blois, qui faisait partie des anciens jardins du château de Blois. Il a été construit dans les jardins bas du château. Donc, c'est un petit pavillon carré en pierres et briques à un seul étage qui est flanqué à chaque angle de 4 autres pavillons qui présentent des balustres aux initiales de Louis XII et d'Anne de Bretagne. Donc là, on est sur une protection qui concerne non pas un jardin, non pas un ancien jardin, mais simplement un élément d'architecture. Le château de Blois, lui, est quant à lui évidemment protégé depuis 1840. Un autre exemple d'architecture protégée, uniquement dans le jardin, le temple de Bacchus des jardins du château d'Argent-sur-Sauldre, dans le Cher. Donc, ce temple, attribué communément à l'architecte Victor Louis, remonte à la fin du XVIIIe siècle. Et il prenait place au cœur des jardins de conception très classiques, comme on peut le voir sur le plan à gauche, et dont il subsiste quelques autres éléments. Donc, cette curieuse fabrique était probablement un logement de vigneron, étant donné son emplacement qui domine un vignoble. Donc ici, à Argent-sur-Sauldre, les jardins ont été réalisés vers 1776 et furent en partie recomposés en 1862 par le célèbre paysagiste Paul de Lavenne de Choulot, qui est connu notamment pour ses parcs paysagers agricoles et qui a beaucoup œuvré dans notre région. Donc voici quelques illustrations de ces réalisations dans le Cher. Le parc du château de la Brosse à Farges-à-Lichamps, qui a été dessiné en 1862. Donc c'est l'une des premières réalisations du paysagiste. Le château a été construit à la même époque, ce qui participe à l'intérêt du domaine qui est assez bien conservé. À droite, vous voyez le parc du château de Jussy. Ici, le propriétaire au XIXe siècle a souhaité mettre en valeur les terres agricoles de son domaine et a fait appel à Choulot. Donc le parc a peu changé. Enfin, toujours un parc dessiné par Choulot, le domaine de Boisbouzon à Farges-en-Septaine, qui appartenait à sa famille et encore aujourd'hui à ses descendants. Donc, l'écrasante majorité des parcs et jardins protégés au titre des monuments historiques est associée à un bâtiment, et pour les 3/4 d'entre eux, il s'agit d'un château ou d'un manoir. Cette liste de 140 parcs et jardins protégés présente toutefois quelques jardins qui sont protégés seuls, pour eux-mêmes, comme objet principal de l'aménagement et de la protection. Donc, ce sont systématiquement des jardins contemporains du 19 ou du 20e siècle, et souvent, mais pas seulement, ce sont des jardins publics, c'est-à-dire des jardins d'agrément urbains, appartenant en général à une collectivité publique et qui sont conçus pour le délassement de la population. Donc, ces jardins se sont beaucoup développés depuis le 19e siècle. Par exemple, le jardin des Préfichaux à Bourges. Donc, le jardin est une création aménagée en 1930 dans le style art déco. C'est l'œuvre de l'architecte paysagiste Paul Margherita et je vous renvoie à ce sujet vers la conférence qui a eu lieu récemment sur le jardin des Préfichaux et qui est disponible sur le site de l'Association des parcs et jardins. Un autre jardin public, le square Lucien Beaufrère au jardin de l'Abbaye à Vierzon. On est encore dans le Cher. Donc là, on est sur un jardin qui a été créé en 1922 après concours par l'architecte et sculpteur Eugène-Henri Karcher. Et il utilise ici des techniques modernes telles que le béton ou encore l'éclairage électrique. Le jardin du Pré-Cattelan, donc là, on est sur un jardin qui est aujourd'hui public, mais qui est à l'origine un jardin privé, à Illiers-Combray, en Eure-et-Loire. Donc, c'est un jardin qui a été conçu en 1870 par l'oncle de Marcel Proust, Jules Amiot, et il est nommé ainsi en référence au Pré-Cattelan du Bois de Boulogne. Donc, c'est le jardin célébré par l'écrivain comme la propriété de Swann, le parc de Tansonville. Donc, ce jardin est non seulement protégé au titre des monuments historiques par un arrêté de classement du 9 mars 1999, mais aussi par un arrêté de classement au titre des sites depuis 1946. Il se situe dans l'enceinte du site patrimonial de la commune d'Illiers-Combray et il bénéficie également du label Jardin remarquable, attribué par le ministère de la Culture. Le jardin des Prébendes d'Oé à Tours est un jardin public créé par les célèbres frères Buller en 1872 sur le site d'anciens potagers. Donc, les frères Buller étaient spécialisés dans l'introduction de plantes exotiques, dont certains éléments composent toujours le jardin aujourd'hui, ginkgo biloba, chêne rouge d'Amérique notamment. Ce qui est intéressant dans ce jardin, c'est que Eugène Buller a continué à suivre l'évolution du jardin et modifiant par exemple certaines plantations en 1884. Et plus tard, le jardin s'est enrichi de fabriques et d'œuvres d'art, comme on peut le voir sur ces diapositives. Une protection tout à fait exceptionnelle à plusieurs titres, l'arboretum de la Fosse à Fontaine-les-Coteaux, créé en 1751, développé au XIXe siècle avec l'implantation d'essences exotiques. C'est un cas unique de protection d'un arboretum pour son intérêt botanique. Il s'agit ici du premier arboretum à avoir été protégé au titre des monuments historiques dès 1978 et dans toute la France, seuls 4 arboretums dont la Fosse sont protégés.
l'arboretum de Baleine à Villeneuve-sur-Allier, le parc arboretum du château de Caillac à Vezac, dans le Cantal, et l'arboretum du château de Courcelles sur Moyencourt, dans la Somme. Au sujet des arboretums, on devrait avoir bientôt une conférence dans le cadre de ces Jeudis du patrimoine également. Donc, en tout, ce sont 149 arrêtés de protection qui concernent les parcs et jardins de la région. Certains jardins sont protégés par plusieurs arrêtés et on distingue très nettement des périodes plus favorables à la protection de ces immeubles si particuliers, et notamment l'année 1993 qui présente le plus de protection de parcs et jardins, et la décennie des années 90, avec en tout 43 parcs et jardins protégés, et notamment ceux qu'on vient de voir, les prés Fichot, le square Lucien Beaufrère, le pré Catelon. À noter qu'au XIXe siècle, aux prémices de la politique de protection au titre des monuments historiques, les premières protections, toutes protections confondues, remontent à 1840 au plus tôt. Donc, concernant les parcs et les jardins, on a 3 sites protégés. Les anciens jardins de l'abbaye de Noirlac, qu'on citait précédemment, le parc du domaine de Chambord, le pavillon d'Anne de Bretagne à Blois. Donc on constate qu'il s'agit là de sites majeurs pour l'histoire de l'art en général et de l'architecture en particulier, que ce sont pour 2 d'entre eux soit des jardins qui ne sont plus à Noirlac, soit un parc boisé à Chambord, ou encore, pas vraiment un jardin, mais simplement une architecture de jardin, comme à Blois. Le premier parc, non pas un ancien jardin, non pas un sol de jardin, le premier parc cité comme tel dans l'arrêté de protection est le parc du château d'Azay-le-Rideau, en Indre-et-Loire. Donc encore une fois, un monument majeur pour l'histoire de l'architecture. Et donc le 11 juin 1905, l'arrêté de classement précise bien que le parc est protégé, avec le château, les dépendances et la cour des communs et la cour d'honneur. Donc cependant, on reste encore ici sur un parc de château, et là où le jardin, le parc est considéré comme l'écrin du monument davantage que le monument lui-même. Revenons sur cette décennie 90 qui a vu beaucoup de jardins protégés. Cela a été rendu possible par la mise en œuvre à partir des années 80, du début des années 80, de la politique en faveur des parcs et jardins par l'État. Et ça fait suite à la rédaction de la Charte de Florence. C'est réuni à Florence le 21 mai 1981 le Comité international des jardins historiques ICOMOS-SIFLA qui a décidé d'élaborer une charte relative à la sauvegarde des jardins historiques. Cette charte définit ce qu'est un jardin historique dans son premier article. Un jardin historique est une composition architecturale et végétale qui, du point de vue de l'histoire ou de l'art, présente un intérêt public. Et comme tel, il est considéré comme un monument. Donc à partir de là, dans les années 80, face au constat que ce patrimoine est méconnu et tend à disparaître, une opération de recensement des jardins d'intérêt botanique, historique ou paysager est mise en œuvre. C'est un travail considérable qui a été mené sur tout le territoire et qui a révélé un patrimoine à la richesse incroyable. Une grande partie des fiches alors réalisées est consultable aujourd'hui sur la base Mérimée du ministère de la Culture, aujourd'hui la plateforme Pop Culture. Donc, ce travail se poursuit encore aujourd'hui, et notamment dans notre région, grâce au service régional de l'inventaire qui travaille sur le sujet en partenariat avec l'Association des parcs et jardins. Toujours au sujet de la connaissance, dans les années 2010, une enquête sur les archives des parcs et jardins et leurs concepteurs a été réalisée afin de dresser un état des lieux des fonds d'archives et de déterminer les fonds menacés pour les protéger. Donc, cette enquête a permis de réaliser un guide des sources à destination des chercheurs, dont les résultats sont consultables sur le portail européen des archives, dont vous avez l'adresse ici. Pour mieux connaître les jardins, les protéger, donc ça a été fait dans les années 90 dans la foulée du travail d'inventaire. Parallèlement à cela, le ministère de la Culture a décidé de former ses agents à ce patrimoine spécifique. Et puis, évidemment, de le valoriser. C'est ce qu'on a aujourd'hui, ce travail de valorisation avec les rendez-vous au jardin ou encore le label Jardin remarquable. Maintenant, ma collègue Fabienne va vous présenter quelques exemples de la région. Merci Xavier. Pour compléter donc les chiffres et les remarques faites par Xavier, je vais vous les illustrer avec 4 dossiers récemment regardés de plus près, et notamment le dernier, vous verrez, qui permet de faire basculer complètement l'idée qu'on a en fait du jardin par rapport à un château. En fait, l'évolution de la protection, qui était en fait une protection au titre des immeubles, remarquait ou signalait principalement le château, l'église, l'élément le plus remarquable, et au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y avait un environnement et que cet environnement était peu étudié, peu regardé, voire complètement négligé.
C'est un peu le cas avec le dossier d'Abondant, le château d'Abondant que vous avez sur cette première diapositive, qui a été construit donc dans la première moitié du XVIIe siècle, pour un personnage qu'on n'arrive pas encore à déterminer si c'est Monsieur de Belgrandville ou les bouchers de Sourches. En tout cas, donc c'est un château classique, accompagné d'un jardin, d'un parc même, qui a été remanié en 1747 par Monsard de Jouy, et où finit la célèbre Madame de Tourzel, qui vécut donc ces dernières années à la fois à Paris et à Abondant. Le dernier parc connu, documenté, est celui des frères Duchesne en 1900, autour de 1900. C'est une protection, comme vous le voyez, ancienne, du 8 septembre 1928, et qui comprenait le château avec sa grille d'entrée, donc avec une approche qui était celle de la vision du château face à cette architecture et surtout un environnement très proche, donc la grille et ses éléments d'encadrement. En revanche, tout ce qui se situait à l'arrière, donc le parc, à la fois le parterre avec les aménagements, le bassin, et surtout le parc avec cette grande allée, ce grand axe, tout ça n'a pas été pris. Et vous voyez le résultat sur la diapositive du bas. Tout est aujourd'hui divisé en espaces lotis, avec des petites maisons un petit peu partout, qui sont fort agréables, mais qui bouleversent complètement l'idée du parc et du paysage. Donc c'est pour ça que nous avons commencé aussi notre présentation avec l'idée du paysage perdu et les jardins perdus, parce que c'est quelque chose qu'il faut accélérer et qu'il faut prendre en compte assez rapidement pour que nos paysages et que nos environnements, que nos jardins fragiles soient pris en compte dans ces protections, comme on le prend aujourd'hui en compte, les dépendances, que ce soit les écuries, des éléments en fait qui font partie de l'histoire du château, avec son évolution, sa sédimentation jusqu'au 19e, voire début du 20e siècle. Voilà, donc une vue aérienne du château d'Abondant en 1968, avec donc une percée qu'on voit encore très bien, un grand axe qui permettait de diviser le parc, et qui aujourd'hui donc est, vous voyez à droite, complètement banalisé, avec du mobilier aussi pas forcément adapté, et puis on a perdu complètement cette perspective. On ne voit pas trop le petit lotissement qui imite complètement le paysage, mais il faut l'imaginer derrière tous ces arbres. Donc là, nous avons vraiment perdu un parc du fait de la sensibilité en priorité à l'immeuble et donc à quelque chose qui n'était pas pérenne, qui était le jardin et le parc. Diapositive suivante avec le château d'Onzain. Alors là, c'est encore, j'allais dire, plus parlant, puisque le château a été complètement nié. C'est un site inscrit donc le 5 mars 1962, et une révision de protection a permis de redécouvrir ce jardin et ce château, qui est en fait surtout connu par des documents papier, donc c'est pour ça que c'est une architecture plutôt de papier, avec un site qui a été protégé parce que mal compris. Donc, en fait, le premier château est un château du XIVe siècle, les premières traces en 1380 d'une installation par Élion de Neillac, mais c'est surtout avec les deux personnages que vous voyez représentés, dessinés, donc Anne de Polignac et François de La Rochefoucauld, deux personnages très connus, surtout en Charente, avec leur château de Verteuil et de La Rochefoucauld, avec là aussi des jardins, des créations de jardins. Donc, ces deux personnages ont élevé ce château de Onzain, avec notamment la chapelle que vous voyez sur cette élévation au premier plan, qui était très célèbre, avec aussi une première distribution par une galerie de circulation, ce qui est tout à fait moderne dans ces années 1520-1530. Mais on est très proche de Blois, on est très proche puisqu'on est en face de Chaumont, donc il y a une émulation de ces grandes figures. Concernant le parc et le jardin des Polignac, probablement qu'il n'était pas très développé, puisque le château est posé sur une plateforme et entouré d'eau, que vous voyez très bien sur cette image. Il faut attendre l'arrivée d'un personnage assez fou, assez en même temps remarquable, qui est Charles de Rostin, qui achète à la fois la seigneurie de Bury, donc un autre château remarquable du début du XVIe siècle, et Onzain, et qui développe là un château absolument remarquable, qui prend à la fois un développement à l'est et à l'ouest, avec des jardins qui se développent et qui utilisent surtout l'hydraulique, puisque vous avez le petit Cicereau qui passe derrière le château, et cette alimentation en eau sera toujours un fil conducteur pour le jardin, puisque, donc là c'est sur le plan de 1743, on voit qu'il a donc utilisé ce Cicereau en partant du moulin et en utilisant l'eau à la fois pour alimenter les douves, qui sont toujours entourées d'eau d'ailleurs, et puis pour surtout créer
un canal. Franchement, c'est pas évident dans cette zone-là puisqu'on a un peu de ruissellement, mais on a très peu de pente. À l'extrémité, comme une chute d'eau monumentale dans l'esprit en fait des chutes de Chatsworth avec des cascades. Donc on a plusieurs documents d'archives qui nous permettent de montrer cette élaboration en travaillant les terres pour remodeler complètement le paysage et étendre, en fait, utilisant le Cicero pour étendre les jardins. Il ne s'est pas contenté, en fait, de faire un jardin sur la plateforme, probablement seulement des plantations simples, d'avoir aussi tout le long des allées plantées, il a développé de part et d'autre des immenses jardins. Alors, ces jardins ressemblent à quoi aujourd'hui? Donc, une autre image de ce magnifique terrier d'Onzain. Donc, vous voyez ce canal qui, en fait, se termine par une chute d'eau, des cascades phénoménales, dont il ne reste hélas plus rien. Peut-être quelques petites traces archéologiques pourraient être trouvées, mais aujourd'hui, tout ça est loti, et donc se terminait dans l'étang d'Onzain, qui est aujourd'hui très modifié. Donc la cascade, le canal, tout ça est aujourd'hui loti. Il y a même des éléments, je crois, du cimetière. Donc tout ça est un paysage perdu. En revanche, quand on a repris la protection et le dossier de protection, on s'est rendu compte qu'à l'ouest, en allant vers le moulin, on avait encore des terres qui étaient transformées en jardin potager. Ça, c'est la vue des années 50 qui nous montre en fait pourquoi on a protégé au titre des sites. On l'a protégé du fait de son abondante végétation, un peu folâtre d'ailleurs. Ça montre très bien la difficulté des monuments historiques d'aborder ce volet végétal, puisqu'il y a eu des échanges, il y a eu des négociations entre les deux directions, et c'est en fait la protection aussi des sites qui a été prise, notamment du fait de la présence de l'eau et du cisereau. Mais probablement que c'est une interprétation qui est aujourd'hui difficile à soutenir. La reprise de la protection nous a permis de remettre à plat en fait tout ce paysage qu'on avait oublié, du fait aussi que le jeune propriétaire qui a acheté le château d'Onzain, enfin ce qu'il en reste, a élagué, nettoyé, modifié complètement l'environnement. Je pense que les habitants d'Onzain ont redécouvert qu'il y avait un château, qu'il y avait des traces archéologiques en tout cas de ce château. Au premier plan, vous voyez les traces de la tour du XIVe siècle, et de l'autre côté, on a en fait encore les bases de la chapelle. On a surtout redécouvert, et il a pu le mettre en évidence en nettoyant ses douves, que le système hydraulique fonctionnait toujours. Venant du moulin, l'eau du Cicero est détournée pour à la fois alimenter les petits jardiniers qui étaient en fait les potagers du château, alimenter les douves, les vannes d'entrée et les vannes de sortie qui repartent, la vanne de sortie qui repart vers le Cicero. Donc ce système primordial pour à la fois alimenter en eau les douves, mais aussi pour les jardins, a été conservé. Et c'est ce qui nous a aussi motivés dans la protection aux monuments historiques, c'est à la fois de redécouvrir ces douves maçonnées, cette plateforme, cet aménagement qui montre bien qu'on a construit quelque chose, et la conservation d'une partie des jardins qui se développait vers l'ouest. Donc là, c'est pour vous montrer en fait que sous ces éléments de potager, la conduite est conservée. Les propriétaires, il y a des multiples propriétaires qui ont ces petits jardinets, ont tous un tracé dans leur acte de propriété pour permettre en fait la circulation de l'eau du Cicero vers les douves. Donc vous voyez que c'est un paysage qui, à l'ouest, a été modifié, complètement loti. Donc les jardins de Rostin ont complètement disparu sous les lotissements. En revanche, vers le moulin, là où il y a le trait rouge, vous avez encore des éléments du potager, des potagers du XVIIe et du XVIIIe siècle. L'inscription a pris en compte les douves bastionnées, bien sûr, la plateforme, ses constructions, les sols des potagers, jusqu'au moulin au titre du système hydraulique des anciens jardins. Bon, là, on a revisité la protection au titre des sites pour la redéfinir en protection monument historique et en tenant compte des éléments historiques, des éléments cartographiques, iconographiques qu'on a pu mettre en relation avec l'espace, avec le terrain, et vérifier qu'ainsi on avait non seulement protégé ce qui restait du château d'Onzain, mais aussi des vestiges du jardin, des potagers et d'environnement. Le dossier suivant est un dossier château de Melay, où là aussi nous avons à la fois une protection monument historique dès 1995, et une superposition avec un site classé et un site inscrit
Alors, le site classé, c'est pour le cours du Loir, cette fois-ci, puisqu'on est aux portes de Vendôme, au sud de Vendôme, et le Loir court derrière le château, ou devant le château, suivant les périodes. Et nous avons à la fois le site classé pour le Loir et un site inscrit pour les prairies, en fait, les sols humides, les prairies humides, pardon, de la vallée du Loir, un tout petit peu plus loin. Je vous montrerai le plan de la superposition. Donc là encore, difficulté de déterminer ce qui appartient au végétal, ce qui appartient au château, au monumental, et une idée, là encore, de pouvoir revoir, revisiter en fait le site de Mélène. On a eu l'opportunité, avec la demande du propriétaire, qui non seulement est devenu complètement propriétaire, il y avait une indivision qui permettait pas forcément d'avancer sur l'histoire du château et la protection, et donc le classement et l'unité de la propriété, le classement des archives, pardon, ont permis de réouvrir le dossier de Mélène, qui était assez peu satisfaisant, puisqu'on n'avait que les façades et toitures du château et les façades et toitures des dépendances qui étaient inscrites. C'est un château qui est absolument remarquable et dans la même famille depuis quasiment la fin du XVIIe siècle, donc XVIIIe siècle, pardon. Donc, il était important de revoir cette protection. C'est un château qui se trouve sur la rive gauche du Loir, qui a été donc une acquisition en 1719 pardon, par François de la Porte de Feraucourt, que vous voyez sur ce portrait, pour une somme colossale de 400 000 livres. Donc c'est une famille de la haute administration, maître des requêtes, intendant des provinces, conseiller d'État, conseiller à la cour royale, donc tout un ensemble de charges de cette noblesse de robe, qui veut faire en fait de cette propriété un lieu à la fois de famille, d'implantation, mais traité, j'allais dire, comme les requêtes ou une province, c'est-à-dire dirigée de main de maître. Donc dans ces archives, non seulement on a trouvé quelques éléments de plan, mais on a trouvé surtout toute la comptabilité et un carnet du régisseur à partir de 1735, où il note tous les travaux qui ont été faits, et les marchés, là aussi, avec des jardiniers. Alors, probablement qu'il y avait des gens qui travaillaient au quotidien dans le potager, mais on prenait exceptionnellement passer marché avec un jardinier pour élaguer, pour tailler, pour créer des murs. Voilà, il y avait tout un travail aussi de redéfinition autour de la propriété qui, là, passait sous forme de marché. Donc, cette richesse des marchés, richesse des descriptions aussi, puisqu'on a des descriptions avec l'évolution du jardin, montre que là, il y a une possibilité encore de trouver beaucoup d'informations sur les jardins. Comme pour les autres cas, on a souvent regardé l'enveloppe, c'est-à-dire l'architecture, et peu les jardins. Donc François de la Porte de Feraucourt achète ce château. Il fait faire en fait des projets différents qu'il ne réalisera pas. C'est son frère, Jean-François de la Porte, que vous voyez au centre en portrait, qui va réaliser le projet de son frère, qui est de reconstruire le vieux château, comme on le verra juste après, qu'ils ont acheté. Alors, Jean-François de la Porte est un personnage aussi intéressant puisqu'il a créé 2 manufactures de cotonnade. Une à Issoudun qui a complètement disparu et Mélèze, où on a encore des éléments, mais qui a fermé ses portes, où il fabriqua surtout des siamoises. Et on a dans le château des éléments en fait, qui subsistent de ces tissus précieux. Siamoise, donc dit soie. On a les traces aussi dans les archives de la création de murs pour la culture du ver à soie dans les jardins et potagers le long du Loir. Donc là, il utilisait ces murs pour la culture du ver à soie. L'autre personnage donc, de la famille, c'est Pierre-Jean-François de la Porte, celui qui est le 3e, qui lui, en fait, mènera jusqu'au bout le projet de son père pour terminer en fait, le château, les approches, les abords, créa aussi l'allée principale qu'on verra à la fin. Quelques années plus tard, c'est Jean-Baptiste François de la Porte, qui lui a peu de chance puisqu'il traverse la Révolution difficilement. Et puis, la dernière phase avec Hippolyte de la Porte, qui lui est préfet de police sous Charles X et qui va restaurer en partie la vie dans le château. Il y a une vie artistique, culturelle, d'échange, de famille qui va s'y créer. Et puis, il va réorganiser le parc, planter, réorganiser toutes les cours autour du logis principal.
François de la Porte achète ce vieux château, mais qui a une particularité puisqu'il est sur une île, encore une plateforme construite sur laquelle on a posé ce vieux château. Château qui existe quand même jusqu'en 1730. On a donc un château tout à fait dans l'esprit de la fin du XVIe siècle plutôt, avec sa tour d'escalier Oreuve côté intérieur. Donc quelque chose qui est peu pratique manifestement pour lui, mais qui est stratégique puisqu'on est sur le Loir. Et il faut imaginer donc le pont qui permettait de franchir, qu'on voit un petit peu, qui était en fait la seule approche du château à cette période-là. Sur le plan de 1730, on voit aussi quelques éléments des dépendances. Donc là se pose la question avec ces plans de la position des jardins, du parc qu'il faudra créer tout autour, puisqu'on ne peut pas implanter un château moderne, surtout en 1730, sans imaginer des terrasses, des approches, un quinconce, tous les éléments qui sont indispensables à la vie autour du château. Voilà le château qui sera élevé à partir de 1732, avec un nouvel architecte qui est Jean-Michel Alexandre Ardouin, fils de Michel Ardouin, qui meurt en 1737, qui ne verra pas la fin du chantier, qui est en fait connu depuis les années 1723 dans la stricte petite région du Dunois, puisqu'il est arrivé à la rescousse après l'incendie de Châteaudun pour reconstruire la ville et surtout la place, qui est une des premières places royales, et organisée en fait par Hilot, la reconstruction de cette ville, la ville haute de Châteaudun. Il donnera aussi des dessins, des projets d'architecture pour beaucoup de petits châteaux du Dunois, et notamment le grand château de Reverso que certains connaissent. Il copie, entre guillemets, une architecture assez connue, qui est celle du palais épiscopal de Blois. Il pose en fait ce château au fond, sur la plateforme qui a été réaménagée au bord du Loir. Se pose la question avec ce château, ce logis, comme vous le voyez de l'abord, de l'approche. J'ai eu un petit peu de mal au départ à comprendre où on accédait, puisque vous voyez que vous avez 2 portes de chaque côté, il n'y a rien de mettant en valeur en particulier château. Et c'est seulement à la fin du dossier que j'ai compris que l'approche ne se faisait pas comme on le fait aujourd'hui, mais de l'autre côté Loire. Donc aujourd'hui, vous avez un petit parterre qui a été aménagé et on est sur des aménagements qui sont plutôt 1830-1850. Dans les archives, on avait plusieurs plans. Certains, je pense, ce sont des projets. Vous avez des retombes en fait sur ces plans qui permettent de faire des propositions aux propriétaires. D'autres ont été réalisés. Je pense qu'ici, on a celui qui a été réalisé, le quinconce du Nord, avec donc les allées plantées. On a tous les marchés pour plantation des platanes, des ormes, et on retrouve aussi un peu simplifié sur d'autres plans. Donc, de part et d'autre de cette maison, de ce logis central, ils vont faire planter des arbres, des allées d'arbres qui encadrent, qui structurent bien l'ensemble, et puis des aménagements en terrasse au bord du Loir, pour mettre en valeur le logis principal. Dans ces années-là, on a un personnage qui est curieux, comme beaucoup, François de la Porte, est féru de science. Il a aménagé dans sa chambre, dans son ancienne chambre, un gnomon. Pour les Parisiens, on connaît tous celui de Saint-Sulpice, donc ça permet en fait de déterminer l'heure avec le passage dans ce petit trou du rayon de soleil, et au sol, sur le parquet, vous avez donc la méridienne qui permet de bien situer l'horaire et l'angle du soleil. Donc on retrouve ça aussi à Denainvilliers. C'est quelque chose d'assez précieux. Dans la fenêtre, vous avez donc ce gnomon, et vous voyez qu'aujourd'hui, la végétation a pris un petit peu le dessus. Donc les arbres devaient être beaucoup plus bas et plantés beaucoup moins serrés, enfin, ou moins touffus, quand Jean-François de la Porte a installé ce système, et il devait permettre le passage du soleil et de la lumière à travers ce gnomon. Aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Il va falloir que le propriétaire, s'il veut en profiter, taille un petit peu ces arbres. On le voit très bien, ces arbres, le végétal pousse, heureusement d'ailleurs, il était sans doute régénéré. Mais donc l'effet du gnomon a complètement disparu, puisque vous ne pouvez plus du tout être caché par le végétal. Donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte aujourd'hui. Un jardin historique vit, pousse tous les jours.
Donc, c'est extrêmement difficile de dire que les arbres, les végétaux que vous voyez sont relativement anciens. Là, il faut le regard du paysagiste, des spécialistes dans différentes branches, des écologues, pour vous aider à avancer dans la compréhension de l'évolution de votre jardin, ce qui dépasse largement nos compétences. Dans les plans que nous conservons de Mellet, en fait, il y a un plan qui est probablement celui qui a été réalisé du quinconce du jardin côté nord, avec en surexposition, je ne sais pas, ou en surimpression, des lignes qui marquent 2 grandes allées en direction en fait de l'étoile, mais juste avant, vous avez un aménagement qui est en fait une fontaine, la fontaine Saint-Calais, qui a été mise en valeur à la fois dans ce jardin de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, mais probablement aussi au XIXe siècle, quand Hippolyte de la Porte met en valeur le jardin, mais sous forme paysagère. C'est donc toutes les informations qu'on retrouve souvent sur les plans, avec les noms des arbres, les datations aussi des terrains défoncés, comme vous le voyez ici en 1789. Tout ça est vraiment précieux et demande un travail précis qu'il faudrait voir de plus près. Vous avez bordure de châtaignier aussi, vous voyez toutes les informations qui sont en relation aussi avec des listes d'arbres et de plantes qui sont proposées par les jardiniers aux intendants de la porte. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut essayer de mettre en valeur. Dans le cadre d'un dossier de protection, on ne peut pas aller aussi loin. J'espère qu'un jour, quelqu'un reprendra le dossier de Mellet parce que c'est vraiment très, très intéressant et je pense assez exemplaire d'un jardin de la noblesse de Robe, avec d'un côté l'agrément et de l'autre côté le potager et les vergers qui sont très importants parce qu'il veut absolument que les produits soient sur sa table à la fois à Mellet et à Paris. Dernière évolution avec Hippolyte, qui donc, je vous dis, réaménage un petit peu, simplifie le jardin tout autour de la propriété, déplace des grilles, des murs, des éléments en fait qui structuraient le jardin sont déplacés pour aller vers quelque chose de plus simple. On retrouve aussi de nouvelles plantations. Là, vous avez les en-têtes des pépiniéristes qui fournissent. Il y a bien sûr Villemorin, que je n'ai pas ajouté ici, mais il y en a de moins connus comme Bonnier à Rennes ou Transon-Gombault à Orléans. Dernier projet, probablement avec ce parc paysager, une diapositive qui vous permet de voir la situation du lieu aujourd'hui, avec ce logis central qui est un peu une grosse boîte sur 3 niveaux, qu'on appréhende aujourd'hui par cette allée principale, avec 2 parts et d'autre, 2 cours, la cour du régisseur avec le potager et le jardinier, et la cour de la ferme, à droite, en bas, avec son pigeonnier au centre, son colombier au centre. Vous avez encore dans le potager quelques traces des murs et des constructions, une orangerie construite en 1820 et agrandie un petit peu plus tard pour Hippolyte. Et dans la partie côté Loire, vous voyez ces 2 terrasses qui ont été aménagées là très tôt, donc dans les années 1730-1740, pour donner une majesté en fait à la maison, au logis, et surtout pour créer un parterre bas qu'on ne voit pas très bien, hélas, qui a complètement disparu au bénéfice d'une prairie, et une approche vers le Loir qui est indispensable. L'allée d'accès aujourd'hui, la route d'accès aujourd'hui a été créée très tardivement, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, ce qui fait que l'approche se faisait par le Loir de la propriété. Dernier jardin de Mellet, c'est celui d'un parc paysager qu'on voyait tout à l'heure un petit peu en surimpression sur le dessin que vous avez en haut. En fait, ce beau projet n'est ni cité, ni signé, ni daté, et je pense qu'il n'a pas été complètement réalisé. 2 allées, celles qui sont dessinées sur le petit plan, ont été probablement réalisées avec toujours la mise en valeur de cette fontaine que vous voyez au centre du plan. Et là encore, en utilisant, comme tout à l'heure à Anzin, l'eau, le Loir, ici donc avec 2 dérivations du Loir, qui permet d'animer en plus ce parc, ces allées courbes, et d'améliorer probablement le drainage aussi de ces zones humides. Une simplification, une modernisation, avec aussi dans les documents d'archives
un ensemble de petits dessins, de fabriques de jeux. Là encore, je pense que ce sont des projets. Quelques correspondances permettent de mettre ces dessins en relation avec la famille Rouault de Fleury, donc 2 générations d'architectes qui viennent en fait en famille à Montoire et à Vendôme et qui ont des relations avec les propriétaires de Mélède. Donc je pense que c'est par amitié et lien familial que ces petits dessins se retrouvent en fait dans les cartons d'archives. Néanmoins, probablement que quelques-uns ont été réalisés comme des petites barrières ou des éléments aussi de l'orangerie qui rappellent donc les Rouault de Fleury. Le deuxième, le fils, a notamment réalisé les grandes serres chaudes des cactées, je crois, du Jardin des Plantes, et était un premier aussi, un pionnier dans l'utilisation du verre, de la fonte pour les serres. L'approche grâce au cadastre qui se fait aujourd'hui du château. Donc là encore, faisons très attention quand on aborde un monument de comprendre son environnement. On a des évolutions qui peuvent aller très très vite ou au contraire des dégradations qui peuvent aller très vite, pas nous permettre de comprendre comment fonctionnait le tout. Donc on voit bien avec ce plan cadastral qu'on a complètement fait basculer le château vers en fait le sud, à l'opposé du Loir, avec ses allées plantées de part et d'autre qui permettent d'avoir une vision vers le pavillon central avec les 2 cours de chaque côté, des plantations très simples de platanes et d'ormes, là encore qui encadrent le logis principal, et puis les terrasses. Mais on a simplifié la vision et la plantation des jardins côté Loire, puisqu'on privilégie l'accès route. On le voit sur ce petit plan du château de Mélède des années 1750. Donc, comme je vous disais, la route, l'accès principal se fait par le Loir. Et l'allée plantée que vous voyez très bien, qui permet d'aller dans le parc de Mélède et de rejoindre cette petite glacière, a été plantée très tardivement, c'est-à-dire 1760-1778. Oui. Donc voilà, l'allée plantée aujourd'hui qui a été conservée. Une petite image alors, avec un dessin de Ricois qui vous montre un peu difficilement, mais de part et d'autre, donc l'accès par le Loir, qui était vraiment privilégié. Et puis, de part et d'autre de ce gros logis, vous aviez en fait comme des plantations travaillées, comme des voûtes plantées de part et d'autre et travaillées avec une scansion aussi de vases qu'on voit assez bien, de sculptures. Tout ça, on allait marcher pour les acquisitions et pour permettre d'encadrer en fait ce logis masse. Au rez-de-chaussée, vous aviez en fait les appartements principaux et en semi-sous-sol, en fait, on avait toutes les cuisines, tout ce qui est intendance, dépendance, les laveries et autres, tout est en sous-sol. C'est aussi une évocation dans notre région de cette mode qu'on retrouve surtout autour de Saint-Malo, des malouinières en fait, avec ces maisons de plaisance faites pour la noblesse de robe. Et puis une image un petit peu carte postale de cette vue en abordant l'approche du château de Mélède par le Loir, qui est probablement celle qu'avait privilégiée la famille Laporte dès la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Encore une ou deux images de Mélède, donc l'état aujourd'hui avec ses terrasses, les vases, ces 2 ensembles de végétaux formant de part et d'autre des constructions. Nous avons protégé, donc vous avez à gauche les servitudes des abords, donc une protection qui était relativement limitée au départ, comme vous voyez. En rouge seulement la partie MH, 95. La superposition des 2 sites, en vert foncé, vous avez le site classé pour la vallée du Loir, et puis le site inscrit, énorme pour tout ce qui est prairies, zones humides. Et puis aujourd'hui, donc vous voyez qu'on a élargi très très largement la protection. Sur le plan cadastral à droite, en bleu, vous avez aujourd'hui donc l'emprise, l'assiette complète du classement, puisqu'on a été jusqu'au classement, avec les petits éléments, le kiosque, les petites cabanes, les ponts. Tout a été pris au titre des jardins, du parc, de l'environnement du château de Mélède. Même la petite glacière que vous voyez à l'extérieur a été prise en tant qu'élément, là aussi, intrinsèque du château et de ses éléments constitutifs. Autre exemple absolument remarquable, qui est celui du château de Pongouin, qui est à la rivière, château de la Rivière, pardon, à Pongouin, puisqu'il y a 2 châteaux. Pongouin avait l'originalité, entre guillemets, d'avoir à la fois le château épiscopal contre l'église, et puis un autre château, le château de la Rivière. Là encore, une construction par une famille importante, les Aligres, qui achètent le château, assez tôt d'ailleurs, début du XVIIe siècle. Ils sont implantés à Chartres,
important. Ils veulent en faire un château de famille, probablement là encore un petit manoir implanté sur peut-être une plateforme et utilisant l'eau puisqu'on a l'heure à proximité. En 1987, donc une protection a été faite, une protection essentiellement du château, du monumental, comme il est fréquent, face à des toitures du château, et puis une aile, l'aile est, c'est-à-dire celle à droite, face à cette image tête vue aérienne. Donc bien incomplète. Et le propriétaire, en 2013, a souhaité en fait qu'on réouvre le dossier pour à la fois protéger l'enveloppe qui était insuffisante, voire même des intérieurs, et puis surtout tout l'environnement. C'était à peu près l'approche qu'on avait déjà en 1990 et qu'on avait à peu près en 2013. C'était un château, une avant-cour, comme vous le voyez, très dense. Tout était un petit peu envahi. Les propriétaires, en fait, souhaitaient se protéger et le montraient bien avec ces plantations un peu anarchiques. Donc, le propriétaire, en arrivant, a taillé, coupé, élagué, assaini un petit peu tout ce qui se passait autour et on a commencé à redécouvrir les formes. Donc ça, c'est vraiment très important de toujours se soucier de l'environnement, même si on vient pour le monumental au départ ou une protection du château. Prendre bien en compte ce qui se passe autour, puisque le cas présent démontre qu'il y avait beaucoup plus à découvrir, mais il y avait aussi la ferme que vous voyez à gauche, qui aujourd'hui est dans le futur arrêté d'inscription, puisque là encore, les documents montrent bien que la famille Ali non seulement a construit le château que vous voyez à partir de 1628, mais a installé une ferme, une grande ferme, pour alimenter le château. L'avantage du château de Pongouin, c'est que nous avons une documentation extraordinaire. On a, pour étudier le parc et le jardin, non seulement les archives, bien sûr, les actes notariés, mais on a 4 grands plans du domaine. C'est quand même assez exceptionnel et ça, il faut absolument les sauvegarder, les documenter, les numériser quand on en trouve, parce que c'est vraiment très, très précieux. Parfois, ce sont des jolis plans, comme on a vu celui de 1750 de Mélène, mais là, on peut aussi avoir des documents très utiles, documentés, à mettre en relation. Là, c'est un plan de bornage, 1758, qui permet en fait de relier tous les petits éléments en rouge qui sont sur ce plan à quelque chose qui va marquer, borner les limites des portes, des tourelles, un saut de loup. Voilà, tout est bien indiqué pour montrer où s'arrête la propriété des aligres. Donc là, vous avez ce premier plan, 1758, avec des mentions, vous voyez, d'anciens et nouveaux parcs. Donc là aussi, c'est des choses très précieuses. On a un plan de 1789 qui est vraiment très, très précieux là aussi. On voit l'ensemble de la propriété qui est à peu près l'état aujourd'hui. En partant à gauche de l'étang de Boisard, en fait, c'est des écluses qui devaient alimenter en eau le parc de Versailles. Donc, il y avait une prise à ce niveau-là, une retenue d'eau, puisque c'était plutôt un barrage que des écluses, même si on parle d'écluses, le moulin, et puis donc le château qui se développe, avec toujours, là encore, le thème de l'eau. Les jardins classiques, dès la fin du XVIe siècle, on voit cette utilisation de l'eau, mais en tout cas, les jardins classiques utilisent systématiquement l'eau pour créer des animations, alimenter les potagers et autres. On a un autre plan qui est 1812. Alors, il est un petit peu plus altéré, mais ça vous permet aussi de voir l'ensemble toujours de la propriété, avec les plantations en cours, notamment en partie supérieure, et puis les allées en étoile. Et puis enfin, en 1850, alors là, c'est plutôt un plan démonstratif, entre guillemets, puisque les derniers marquis d'Aligre, pomereux d'Aligre, qui au retour des migrations récupèrent leurs biens, et notamment la rivière, créant le château aussi des Vaux juste à côté, essaie de montrer que la famille a été largement importante dans ce territoire et a marqué le territoire par ses constructions et ses implantations. Une famille, j'allais dire 4 générations, là je vous ai montré Étienne Ier d'Aligre qui est le premier chancelier qui achète la terre d'Aligre, la terre de la rivière, pardon. Étienne II, garde des Sceaux, qui aussi fera énormément. Et puis les 2 derniers, Étienne III et Étienne François d'Aligre. Pour vous montrer l'état quasiment aujourd'hui, je l'ai vu à Ariane il y a un an ou un an et demi à peu près. Donc grâce à ces documents visuels, on a 4 générations de propriétaires dans la même famille, on a les marchés de construction de l'environnement, notamment les murs, jardins, potagers, canals.
On a les mêmes artisans aussi que se disputent à la fois l'évêque qui construit son château en même temps, quasiment en même temps, que la famille Aligre, avec un niveau à respecter, puisqu'en fait l'évêque est le suzerain de la famille Aligre, donc les Aligres avancent sur d'autres terrains, permettent, autorisent les maçons et les travailleurs de la terre à privilégier l'évêque. Donc il y a toujours aménagé les susceptibilités. Et très tôt, donc, on voit pousser un château à partir de 1628-1629, qui est quasiment celui qu'on voit aujourd'hui, avec son avant-cour marqué d'un châtelet d'entrée, une cour, peu plantée probablement, le bâtiment principal avec 2 ailes, et puis cette grande plateforme, grand parterre, sur cette plateforme entourée d'eau. Tout ça, on a à peu près dans les années 1628-1635-1640. L'idée première de la famille des Aligres, c'est donc de s'implanter, de créer un nouveau château, mais aussi d'avoir un environnement. Grâce à l'abondante iconographie au marché, on peut en déduire que le premier jardin seigneurial primitif, probablement déjà hors enclos, puisqu'en fait, il utilise cette plateforme, cet espace assez restreint. Le deuxième, le parc du premier chancelier, qu'on appelle l'ancien parc, qu'on retrouve sur les différents plans. Le premier parc est celui du haut, que vous voyez, est limité, vous voyez, à droite du château. Il va vers Pongouin, cette petite bande rouge, parce qu'il y a un obstacle. Et ça, c'est un obstacle qu'on retrouve assez souvent dans les châteaux qui veulent se créer des grands jardins ou des grands parcs. C'est en fait un chemin de circulation qui va de Pongouin vers la Loupe. Donc obstacle, puisqu'il y a circulation à la fois de personnes et de charrois, de charrettes et tout ce qu'on veut, et demande d'autorisation. Donc le sieur de la Rivière demande autorisation à la fois à l'évêque et à la population de déplacer ce chemin. Ce qui se fera, bien sûr, mais lentement. Et la dernière autorisation, en fait, sera donnée en 1758. Donc, vous voyez, c'est assez tard. Donc, ils peuvent difficilement avancer en acquisition et en agrandissement du parc du fait de cet obstacle. Le suivant, qui est le chancelier de la Ligue, crée le nouveau parc que vous avez en bas. Il réussit à partir de 1675, un peu sans autorisation, à forcer à créer cette nouvelle allée, ce nouvel axe de circulation, et donc d'avancer vers le sud, notamment vers le bois de la Plesse, dont ils viennent d'être propriétaires. Et ça, c'est important parce que au sud, vous avez ce bois qui, à l'intérieur, avait une motte féodale. C'est aussi un rattachement à la construction ancienne, à la noblesse. Donc, vous voyez, il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'attachement seigneurial. Voilà, de s'implanter dans le paysage, mais aussi de se rattacher à une ancienneté qu'ils n'ont pas, puisqu'ils sont installés assez tardivement et une noblesse qui arrive très tard. Néanmoins, donc, ils inscrivent dans le paysage ce nouveau parc et qui se développe vers le nord. Vous voyez, avec l'implantation autour de la rivière, d'un grand canal. Ça, c'est quand même assez phénoménal. En détournant l'Eure qui passait donc à proximité. Le cours ancien est conservé, comme on va le voir, mais il crée ce canal qui lui permet d'avoir une vision extraordinaire dans l'autre sens, c'est-à-dire vers Pongouin, puis de planter une allée à proximité, et de l'autre côté, parc en étoile assez classique. Enfin, vers 1775, en recoupant les informations, on a à peu près le parc qu'on a aujourd'hui, complet, avec des plantations, le parc à l'étoile, le haras, toute la clôture aussi de murs. On a les marchés indiquant que c'était des murs en bauge recouverts de roseaux. Probablement que la dernière génération des Aligres a fait refaire l'ensemble des murs en conservant en grande partie leur emplacement, leur structure, notamment les portes qui sont toujours là, mais les construisant en dur. Donc vous avez quasiment en 1775 l'état actuel de la propriété autour du château de la Rivière. Donc vous voyez que c'est complètement surdimensionné, on bascule vers un château-jardin ou un jardin ou un parc autour du château. C'est aussi ce qui a séduit la Commission nationale, c'est-à-dire de redécouvrir qu'il y a une relation très forte entre ce château et son environnement. Et la volonté de 3, voire 4 générations de la famille de créer autour quelque chose qui donne du sens. On retrouve la même chose au château de Borgard, en Loir-et-Cher,
Quand on regarde un petit peu l'étude complète historique, on voit un petit peu cette façon d'acquérir des terres tout autour pour un projet qui est un projet qui va se dérouler sur 2 voire 3 générations. Ça, c'est les hypothèses d'agrandissement grâce aux documents graphiques. Vous voyez, ancien parc, nouveau parc, tout ça permet, avec le croisement des archives, de déterminer que ce chemin a été un obstacle, mais qu'au fur et à mesure des années, les Aligues ont réussi à déplacer. En jaune, vous avez la trace de cet ancien chemin qui débouchait juste devant Châtelet et qu'ils ont fait déplacer en finançant l'ensemble du travail de la terre, des murs et autres, pour qu'ils passent devant la lune, enfin demi-lune aujourd'hui, que vous voyez ici. Donc ça permet d'agrandir et d'anoblir au fil cette première cour. On ne bute pas complètement sur le Châtelet et sur le château. Et ça, les informations à la fois d'archives et les plans vous permettent d'y voir un petit peu plus clair et d'avoir des éléments de comparaison. Cadastre des 1830, alors le cadastre est vraiment toujours très, très, très utile et parfois on n'a que ça. Là, c'est pour vous montrer, la dérivation du cours de l'Eure et ce rôle très important toujours de l'eau autour des jardins. Ça, c'est quelque chose qu'il faut très vite prendre en compte quand on est en train de visiter un édifice. Pour vous montrer aussi le cours naturel de l'Eure qui se poursuit, passe derrière par de Boisard, le moulin qui passe à l'arrière en fait, des vignes au pied de ce qu'on appelle les couches et qui se poursuit. Alors là, vous avez une photo d'une année très, très humide, mais la rivière porte bien son nom. Vous avez l'eau qui court vraiment partout. Voilà la vision actuelle avec le canal au premier plan, au moment où le propriétaire a commencé à couper pour régénérer, avec des berges qui ont été retravaillées. On a les dimensions au moment de l'édification du canal et les dimensions aujourd'hui. Il y a tout un travail de remodelage à faire. On a perdu aussi la grande allée qui permettait de circuler au bord du canal. Et aujourd'hui, on a plutôt cette vision avec les murs, vous voyez, très présents du potager. C'est aussi ce qui ressort aujourd'hui de la rivière. C'est un espace qui est restructuré, remodelé par des choses très ingrates, des travaux très, très difficiles qui sont de refaire tout simplement les murs, de les remettre debout, de les coiffer de chapeaux, de discipliner un petit peu la nature. Là, vous avez l'image de quelque chose qui commence à bien retrouver sa forme. Et puis, donc, ce canal qui file vers Pongouin, grand axe nord-sud qu'on retrouve sur tous les plans, qui longe en fait le château et qui est probablement un axe ancien qui délimitait déjà le propri du Moyen-Âge pour délimiter les parties vivrières. Et je pense que le potager est quasiment au même endroit qu'au Moyen-Âge. Grand axe qui permet de rejoindre la vigne et autres. Le carré en île, ça je pense que vous l'avez déjà vu et compris grâce à l'intervention de Jean-Michel Sinsart. Les couches qui sont en cours de restauration, donc un système de culture très, très particulier. Et puis enfin les anciennes villes, tout ça on le retrouve sur les plans et sur les informations dans les actes notariés. Les couches en fin de chantier, c'est relativement ingrat, mais ça permet de redonner une forme et une compréhension de ces espaces, notamment pour ceux qui s'intéressent à la culture jardin potager, entre guillemets. Là, on a un exemple tout à fait représentatif de cette culture sur couche. Le potager, comme je vous disais, en fait, on a sans doute une confusion entre potager proprement dit avec ses carrés et puis le verger, puisqu'on a aussi des commandes importantes d'arbres fruitiers, qui n'a probablement pas beaucoup évolué. Il s'est agrandi, comme vous voyez sur les différents plans. En 1758, il est en cours de... Enfin, il est déjà planté. Et puis sur les autres, il est complètement réalisé. En 1794, il est complètement planté. Et la petite carte postale vous permet de voir que, en fait, cette grande allée centrale qui a toujours été très marquée, c'est en fait quasiment l'ancien chemin qui arrivait au pied du Châtelet. Et puis, dans la protection, on a été jusqu'à proposer les grandes allées de la rivière en 1758,
c'est-à-dire les 3 allées qui allaient en direction de la Plesse. Alors ça, c'est un petit peu délicat parfois, parce que ces allées d'arbres sont déjà un propriétaire différent et vouées à la régénération, pardon. Donc il faut prendre ce végétal avec ses sols et avoir un traitement particulier en faisant appel au conseiller jardin ou quelqu'un pour voilà, traiter ce végétal que l'architecte des bâtiments de France ne maîtrise pas toujours et encore moins les monuments historiques. Voilà, mais je pense que c'est important pour l'environnement et quand on a l'épaisseur historique et documentaire de prendre l'ensemble de ces espaces plantés. C'est la dernière image que j'ai de la rivière, en vous invitant à vraiment, c'est un jardin ouvert au public, à retourner sur ces lieux si vous le connaissez avant ou au contraire à découvrir. Non seulement c'est un château absolument remarquable qu'il va falloir mieux comprendre parce qu'il y a des petites variations à l'intérieur qui sont encore assez mal comprises. Ce parc est absolument phénoménal, à la fois pour l'épaisseur documentaire et historique, et puis toutes les traces qui sont présentes. On peut quasiment documenter, même tous les ponts en métallique sont documentés, ont des dates. C'est pour l'histoire des jardins quelque chose de novateur et d'important. Et pour nous, monuments historiques, c'est aussi un exemple à poursuivre en étudiant un château, de bien prendre en compte l'aspect végétal, le parc, le jardin. Récemment, on a aussi élargi la protection au château de Maillebois en prenant tout le parc de chasse, qui est quand même une grande superficie, quasiment sur les 2 communes. Mais là encore, on a toute cette épaisseur historique, cette sédimentation aussi des générations qui a apporté sa marque à l'architecture et au jardin. Voilà, un petit clin d'œil en fait à la fin de la famille de la génération des Aligres avec celui qui a à la fois recomposé le domaine mais aussi construit le château des Vaux, monstrueux, énorme château des Vaux, avec ce petit bâtiment qui ponctue en fait, qu'on appelle le pavillon Lamour, mais pour se reposer, pour avoir une vision globale sur ce paysage recomposé et redessiné. Voilà, ça c'est le Pont Xavier. Comme nous venons de le voir avec l'exposé de Fabienne et les jardins qu'elle nous a présentés, les jardins sont des créations éphémères et fragiles, des œuvres vivantes et difficilement conservables. En effet, le jardin implique une relation au temps qui ne présente pas de pause avec la croissance végétale. On est dans le mouvement permanent. L'article 2 de la Charte de Florence nous dit le jardin est une composition d'architecture dont le matériau est principalement végétal, donc vivant, et comme tel périssable et renouvelable. Son aspect résulte ainsi d'un perpétuel équilibre entre le mouvement cyclique des saisons, du développement et du dépérissement de la nature et la volonté d'art et d'artifice qui tend à en pérenniser l'état. Donc ainsi, vouloir figer le jardin, c'est nier sa nature, mais pour autant, lorsqu'un jardin a été reconnu suffisamment intéressant pour être protégé au titre des monuments historiques, son propriétaire, aidé de l'État, est tenu de le conserver. La Charte de Florence, dans son article 3, nous dit « En tant que monument, le jardin historique doit être sauvegardé selon l'esprit de la Charte de Venise. Toutefois, en tant que monument vivant, sa sauvegarde relève de règles spécifiques qui sont développées dans la Charte. » Donc, les services de l'État, afin d'épauler le propriétaire d'un parc ou d'un jardin protégé, exercent un contrôle scientifique et technique dans le respect des règles de cette Charte de Florence. Pour quel état conserver ou restaurer? Le travail sur un parc ou un jardin historique qui est protégé ne peut pas se limiter à remettre le parc dans son état supposé d'origine, car dans la plupart des cas, le lieu a beaucoup évolué dans le temps. Il a subi d'importantes transformations et ces dernières doivent être prises en compte. Donc voici un exemple, le domaine du Coudray-Montpensier à Seuilly, dans le département d'Indre-et-Loire, qui a été classé par arrêté du 21 juin 1999. Donc ici, on est sur un site qui, à partir de 1736, est aménagé par l'architecte Aujubeau, donc les jardins, pardon, un jardin régulier à compartiments avec des terrasses qui présentent vergers et charmilles. À partir de 1930, l'avionneur Latécoère entreprend sa restauration, la restauration du château, avec l'architecte blésois Henri Lafargue, et la restauration du jardin avec l'architecte Albert Laprade. Donc, ce dernier a conservé les divisions générales de l'espace des jardins, mais les compartiments alors aménagés sont résolument art déco. Les jardins ont ensuite été abandonnés, puis ont fait l'objet d'une restauration ces dernières années, depuis 2005, donc comme on peut le voir sur la photo en haut à droite, où l'on a repris les jardins dessinés par Albert Laprade.
Donc, la grande difficulté pour un parc protégé, c'est donc de tenir compte de l'esprit du lieu, de son histoire. Et plusieurs questions se posent bien souvent aux propriétaires gestionnaires du site. C'est comment restituer les allées, comment gérer ou éclaircir les bosquets, quelles plantations effectuer, quelles scènes paysagères privilégier ou créer, quels choix faire pour les végétaux à planter, à quel endroit. Et tout cela en tenant compte des usages actuels et d'une éventuelle ouverture au public. On voit ici aussi tout l'intérêt que peut avoir le propriétaire à prendre la tâche d'une équipe pluridisciplinaire. On va retrouver un archéologue, un historien, un paysagiste, selon les cas, hein, bien sûr. Un exemple particulier est la difficile conservation des allées d'arbres qui sont protégées. Donc ici, deux exemples. À Bouges, l'allée d'arrivée est classée depuis 2001, ou encore au château de la Hallière à Digny. L'allée est inscrite avec le château depuis 1972. Qu'est-ce qui se passe quand il faut renouveler les allées? Comment faire? Donc, la question se pose dans les deux cas. L'allée de Digny doit faire l'objet d'un renouvellement. Celle de Bouges, c'est déjà commencé. Donc, évidemment, il n'y a pas de réponse toute faite et c'est quelque chose qui se fait au cas par cas. Et l'on voit aussi, dans le cadre de la conservation, tout l'intérêt et de l'entretien du jardin, tout l'intérêt de mettre en place un plan de gestion afin de gérer et de planifier au mieux toutes les interventions que l'on souhaite mener dans le jardin pour son entretien et son développement. Donc, c'est fortement recommandé aux propriétaires lorsqu'il est propriétaire d'un jardin protégé. Donc, c'est un outil de suivi technique, scientifique, sanitaire, économique, qui vise à conserver, voire à accroître la valeur patrimoniale du jardin. Ce plan de gestion doit présenter différentes choses. Tout d'abord, un état des lieux. Qu'est-ce que j'ai? Quel est l'état de l'existant? Qu'est-ce que je sais sur le site d'un point de vue historique, botanique, hydrologique? Est-ce qu'il est possible de revenir à un état antérieur d'un point de vue climatique, environnemental, botanique, encore économique aussi? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est possible? En fonction des coûts, de l'impact sur l'environnement, etc. Le plan de gestion doit présenter également les objectifs à court et moyen terme, c'est-à-dire quelles sont les actions à entreprendre et donc à planifier sur le jardin et selon quels objectifs. Chaque intervention doit être identifiée, planifiée, programmée et chiffrée en temps et en coût. Et donc évidemment, enfin, le plan de gestion doit présenter un plan de financement, c'est évidemment extrêmement important. Quels sont les besoins financiers en investissement, matériel et humain? Comment valoriser le jardin? Donc pas forcément d'un point de vue touristique, ça peut être une valorisation forestière par exemple. Donc, dans le cadre du contrôle scientifique et technique, le plan de gestion d'un jardin protégé doit être validé par la DRAC. Donc, ici, un exemple. Alors, le jardin en soi n'est pas protégé. Le plan de gestion du parc du château de Pesselières à Jalogne, dans le Cher. Ici, les façades et les toitures du château, le terre-plein, le pont, les fossés et le colombier sont inscrits par arrêté du 30 juin 2009. Cela dit, même si on n'est pas protégé, c'est toujours intéressant évidemment de mettre en œuvre un plan de gestion, d'autant plus ici que le parc est labellisé jardin remarquable. Donc pour terminer, un nombre incalculable de jardins historiques ont disparu à tout jamais. On n'en a pas la trace, il n'y a pas de source. Le paysage perdu, c'est celui que toutes les restaurations possibles ou imaginables ne pourront jamais vraiment restituer. C'est le jardin médiéval, le jardin Renaissance, des jardins qui ont disparu et pour lesquels seules des évocations sont possibles. Donc on peut s'inspirer de l'ancien, bien sûr, cela n'en reste pas moins pas l'image de la réalité, déformée par notre regard contemporain, parce que le jardin est toujours contemporain. Donc on trouve toutefois de très beaux jardins contemporains qui s'inspirent de l'ancien, sans avoir la prétention d'être historiques. C'est le cas notamment des jardins du prieuré d'Orsan, à Maisonnay dans le Cher. Donc ici, les jardins en soi ne sont pas protégés, le prieuré l'est par arrêté de 1926. Et comme à Jalogne, à Pesselières, le site est labellisé jardin remarquable. Un autre jardin d'inspiration médiévale, le petit jardin du domaine de Rabestan à Saint-Aville-et-Guépierre en Eure-et-Loire. Donc ici, le domaine entier est protégé par arrêté du 17 février 1987. Donc, quand il ne reste plus rien du tout, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, à Blois, où le terrain a été modifié de manière telle qu'il est impossible de revenir à un état antérieur, puisque les anciens jardins du château de Blois ont été remplacés aujourd'hui par un parking sur plusieurs niveaux qui est venu s'implanter sur le site exact des anciens jardins. Donc les jardins sont sur une dalle de béton. Et ils ont été conçus à partir de 1992 à la demande de la ville de Blois, qui a fait appel au paysagiste Gilles Clément, qui a créé ici un jardin urbain contemporain, qui est une réinterprétation historique complètement contemporaine. Donc avec ces jardins,
qui sont des créations contemporaines non protégées. La question de leur pérennité, de leur conservation doit être posée. Donc, c'est le cas particulièrement des jardins privés qui ne bénéficient pas de protection juridique et qui n'en sont pas moins remarquables. Donc, comment faire quand le jardinier créateur disparaît? Des solutions diverses se sont trouvées ou tentées, bien sûr. Donc, l'Arboretum des Grandes Bruyères, ici, dans le Loiret, a fait l'objet d'une donation à une fondation en vue de sa préservation. L'Association des parcs et jardins en région Centre a mis en œuvre, quant à elle, une série de films documentaires pour qu'à minima des témoignages soient conservés des jardins et de leurs concepteurs. Et certains de ces jardins sont peut-être de futurs monuments historiques. Donc, il y a encore de nombreuses pistes à explorer, de nombreux jardins à découvrir et à protéger, des paysagistes à étudier de plus près, des thématiques spécifiques à mettre en œuvre, d'autant que le regard sur ce qui doit être protégé évolue. Donc, on peut penser notamment au développement important dans notre région dans notre région et en France, des sociétés horticoles. Donc, vous avez ici le jardin de la Société d'horticulture à Chartres. On en a également des exemples, notamment dans le Loiret. Les révisions de protection sont également à envisager. Donc, revenir sur une protection existante, comme ici des protections qui concernent des abbayes, qui peuvent inclure des jardins ou des anciens jardins qui peut-être mériteraient qu'on revoie un petit peu tout ça pour éventuellement les inclure dans la protection. Et encore, évidemment, de nouvelles protections, comme par exemple ce tombeau construit sur un étang qui remonte au 19e siècle. On a encore de belles perspectives si on arrive à travailler ensemble, à faire des corpus, à documenter, à comparer ce qu'on retrouve en archives et ce qu'on peut voir, emmagasiner pour déterminer ce qui mérite une protection urgente au titre des monuments historiques ou ce qu'il faudra seulement documenter. Et là, je pense qu'il faut qu'on se regroupe, qu'on trouve des partenariats, soit avec l'inventaire, soit avec des associations comme l'association de parcs des jardins, pour essayer de s'ouvrir le regard, de regarder un petit peu plus largement que le monumental. Je crois qu'on est arrivé maintenant au monument historique à avoir une vision plus large pour le château et ses dépendances. Il faut qu'on poursuive avec le château et ses jardins et son environnement.